Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très intéressant et j'espère que j'arriverai à faire les bons développements parce que c'est un sujet qui est abordé par notre Seigneur et qui est peut-être un sujet qui peut nous être très utile pour comprendre bien des choses. Je voudrais commencer par dire cette phrase: la justice et la paix s'embrasseront. La justice et la paix s'embrasseront. Notre Seigneur qui nous parle et qui nous dit: je vous donne ma paix. Et donc aussi ce maître de justice. Et ce n'est pas ce sujet-là en propre que je voudrais vous dire, mais néanmoins, il contient beaucoup de choses en germe. Et je voudrais parler aujourd'hui de cette parabole très mystérieuse que nous avons peut-être souvent du mal à comprendre. Celle du bon grain et de l'ivraie. Très mystérieuse. Les ouvriers de ce bon maître sont allés semer dans un champ, dans un champ de ce bon maître, du bon grain. Et voilà que par la suite ils voient au milieu du bon grain de l'ivraie pousser de la mauvaise herbe. Il va risquer d'étouffer le bon grain. Et il demande au maître: comment se fait-il? Nous avons semé du bon grain et voilà que la mauvaise herbe pousse. C'est Satan qui dans la nuit est venu semer son ivraie. Dans la nuit, est-il dit. Maintenant, pour parler de cette parabole, je voudrais l'aborder dans un sujet très concret. Très concret. Car il est question de semences, de germes, de développement. Nous pouvons remarquer que notre Seigneur est la parole par laquelle l'univers contenait en germe tout l'univers, qui a porté l'univers et qui le porte toujours dans sa divine providence, dans tous ses développements, tout en étant toujours ce maître de justice qui donne sa paix à ceux qui aiment la justice. Donc, nous voici avec cette parabole. Je vous ai dit que je voulais en parler très concrètement. Je voudrais l'aborder sous cet angle très particulier justement de ce qui est de la guerre et de la paix, en particulier dans ce qui est dans le germe de la guerre et de la paix, c'est-à-dire souvent des traités signés. Et c'est là que nous allons voir ce champ mystérieux où est semé le bon grain et l'ivraie. Je prendrai l'exemple de l'Ukraine tout récemment, qui connaît des développements incessants qui peuvent être chaotiques et qui sont désastreux pour des quantités de vies, qui font des carnages, qui sont livrés, qui se manifestent au grand jour. Alors que les ouvriers pensaient avoir semé du bon grain en signant un traité de paix. Traité de Minsk. Minsk 1, Minsk 2. La raison? Il y a eu une révolution, 2014, j'en ai déjà parlé. Et voici que les maîtres révolutionnaires voulaient enlever toute influence russe du pays, toute influence russe. La langue, tout ce qui était russe, il fallait le dégager du pays. Parce que, je vais aborder ce point-là, cet éclaircissement maintenant, parce que cette révolution était bien sûr poussée par des Occidentaux qui voulaient mettre leur influence à la place de l'influence russe. Mais le pays étant en grande partie russe, on ne sait pas si c'est une petite minorité ou une majorité d'habitants, car ce pays était l'empire de toutes les Russies, le tsar de toutes les Russies.
Et donc il y avait des Russes en Ukraine, quantité de Russes, des Polonais, des Hongrois, dans ce nouveau pays d'Ukraine composé récemment. Donc voilà que cette révolution, 2014, 2013, 2014, après la révolution orange, met au pouvoir des gens qui veulent se débarrasser de tout ce qui est russe, qui veulent faire disparaître la langue russe, etc. Les Russes ne l'entendent pas de cette façon, ils tiennent bien à faire respecter leurs droits et ils résistent. Et c'est là que nous avons cette guerre qui dure depuis cette révolution. Parce qu'il était légitime de résister pour continuer d'exister. Ça s'appelle de la légitime défense. Donc nous voyons un camp qui a quelque chose de légitime. Et nous voyons l'autre qui veut extirper de son pays celui qui s'est approprié comme étant tout cet ensemble, formant cette propriété que ce groupe particulier à l'intérieur de l'Ukraine veut s'approprier au mépris de tous les autres. Donc il s'agit d'extirper la racine russe. Voilà. La minorité, ou peut-être la majorité, une majorité silencieuse dans un certain nombre de régions, est très résistante dans d'autres régions, au point que ça va déclencher la résistance, va faire en sorte qu'on va en arriver aux mains, aux armes, aux canons. Donc voilà, 8 ans, il y a cette guerre installée entre ceux qui veulent défendre leur droit à être russe et à parler le russe dans un pays qui a toujours été russe, et les autres qui veulent extirper au nom d'une Ukraine nouvelle, extirper, voilà. Bon, donc, la chose est la suivante. Kiev envoie ses armées dans le Donbass, où est le principal de la résistance. Bon, la police politique s'occupe de toutes les petites résistances ici ou là, torture, meurtre, etc. Pression politique, prison, tout ce qu'on veut. Donc ça s'appelle le SBU, ils sont 30 000 membres. C'est déjà pas mal. Avec des dénonciations à la clé, en veux-tu, en voilà. Ah oui, il y a des pro-russes, là, ici, par la rue, machin bidule, etc. Voilà. Ah, vous vous rendez compte, ils refusent de signer ces papiers en ukrainien. Alors, récemment, un exemple amusant, c'est qu'on a reproché au maire de Kharkov, il lui a reproché de parler russe. Vous savez ce qu'il a dit? Je ne sais pas parler ukrainien. Il était bien embêté. Donc, je reviens à la chose essentielle, parce que revenons au sujet. L'armée de Kiev était composée aussi de Russes. Donc quand ils arrivent dans le Donbass, elles étaient composées aussi de gens du Donbass. Donc quand ils arrivent dans le Donbass, malheureusement, leur régiment de chars, leur régiment de toutes sortes de choses, il y en a une bonne partie qui se tourne contre l'armée de Kiev et qui se rallie à la résistance du Donbass. C'est la déroute de Kiev. Déroute de Kiev. Donc traité, on va signer un traité. Et voilà, c'est ici que je veux en venir. Le germe est placé avant, le germe est placé dans la mauvaise volonté. Le germe est placé dans la mauvaise volonté de ceux qui font la révolution. Mauvaise volonté, c'est-à-dire l'emprise de quelqu'un qui veut établir leur empire jusqu'en Ukraine, leur empire qui n'a pas de justification, pas de légitimité. Ils veulent établir leur influence jusque dans l'Ukraine, jusque devant la Russie pour combattre la Russie. Donc ça, partie des Occidentaux. Donc maintenant nous arrivons à un traité. Parce que les Ukrainiens, après la déroute, veulent signer la paix. Kiev veut signer la paix. Les gens du Donbass l'ont emporté. Ils ont peut-être eu l'aide de quelques armes russes que les Russes les approvisionnaient pour défendre une population qui se faisait bombarder. Et c'est normal. Donc ça s'appelle aussi de l'aide à personne en danger. Il y a une population qui se fait attaquer, c'est tout à fait légitime de l'aider. Hein. Il faut revenir à l'origine. Qui est attaqué en premier? Ce sont les gens du Donbass. Parce qu'ils résistent pour garder leur droit de rester ce qu'ils sont, russes. Leur culture russe, leur langue, etc. Dans leur pays. Donc un traité va être signé. Et c'est là que je veux en venir. Parce que c'est là le germe. C'est là la semence. C'est là la semence. Et c'est là que nous allons voir le bon grain est livré. Et comment livrer et semer dans la nuit? C'est une chose importante à retenir. Donc, nous y voici. À la table des négociations, les deux parties signataires vont être entourées de garants. Les deux parties signataires, c'est Kiev, et les deux
les deux peuples du Donbass, hein, les deux parties du Donbass, Lugansk et je ne sais plus l'autre, l'autre est plus facile à retenir, Donetsk, hein, voilà, c'est ça. Donc les deux parties du Donbass sont là, au table des négociations, et pour aider à cette paix, à l'établissement de cette paix, eh bien, voici que les Occidentaux, dans le représentant du président allemand ou de la chancelière allemande, et du président français, et du président russe qui est là aussi, ils se sont juste des garants de ce traité. Ceux qui sont vraiment les deux parties du traité, ce sont les Ukrainiens, les gens du Donbass. Parce que ce sont les premiers concernés, ce sont ceux qui sont en guerre. Donc les autres viennent les aider à faire la paix. C'est ce qu'ils viennent signer. Or, voici que nous avons appris tout récemment qu'en fait de traité de paix, qu'en fait de traité pour respecter ces minorités russes, leur accorder une certaine autonomie dans l'Ukraine, tout en restant dans l'Ukraine. Ne prétendez pas autre chose. Le traité de Minsk considérait qu'ils étaient alors dans l'Ukraine, que ces populations russes étaient dans l'Ukraine, et que de réclamer juste une autonomie pour pouvoir continuer à garder leur droit d'être ce qu'ils sont, dans ce pays qui est le leur. Donc voilà. Alors, ils auraient eu, ce traité prévoyait une certaine autonomie avec le maintien de leurs droits, tout en faisant partie de ce grand ensemble de l'Ukraine. Voilà. Mais, alors, c'est là que nous arrivons aux ouvriers de la nuit. Parce que les garants qui étaient autour de ce traité pour ce soi-disant respect des peuples à se déterminer eux-mêmes, car il était question de ça. Eh bien, certains montraient une façade à l'extérieur, en plein jour, la façade de la paix. Mais, dans leur conscience, dans leur plan, qui n'était pas dit au plein jour, et donc dans leur plan nocturne, ce qu'ils semaient de nuit, c'était l'idée de laisser du temps à Kiev de se réarmer pour reprendre le Donbass, afin qu'il passe lui aussi sous influence occidentale, et qu'on se débarrasse de toute cette mauvaise influence russe. Moins il y a de Russes, c'est comme les Indiens morts. Un bon Indien est un Indien mort. Moins il y a de Russes, mieux c'est. Hein. Donc voilà. Il s'agissait d'établir une paix momentanée dans l'esprit nocturne, dans l'esprit, dans l'invisible de la conscience des signataires occidentaux, des garants occidentaux, cependant que dans l'esprit du président russe, il s'agissait de respecter cette autonomie et ces droits à ces peuples à continuer d'exister selon ce qu'ils étaient. Et il a manifesté cette volonté pendant 8 ans, alors que l'Ukraine continuait ses bombardements, en particulier sur les civils. Mais sans que cela bouge trop. Donc, les Occidentaux, eux, la personne du chancelier et du président de la France, du chancelier allemand, de la chancelière allemande et du président de la France, mettaient en sourdine une prolongation, un temps pendant lequel, pour éviter la déroute qui s'annonçait pour l'Ukraine, pour le parti de Kiev, parce qu'ils étaient en déroute, pour leur ménager encore une possibilité de s'en sortir, d'accorder un faux traité de paix, et qui n'était pas proclamé faux sur le moment, qui était pour tromper. Et c'est en ce sens-là qu'en plein jour, il apparaissait que c'était du bon grain, mais en fait c'était de l'ivraie qui était semé la nuit, avec la mauvaise intention de pouvoir permettre à Kiev de réattaquer ces populations qui avaient cet avantage sur le moment, qui auraient pu profiter de leur avantage, et qui simplement s'accordaient pour qu'on respecte leurs droits à exister dans leur pays, dans une certaine autonomie. Donc c'est ici que je voudrais montrer que dans ce traité déjà, nous avons toute une pensée qui est semée. Celle du bon grain, qui correspond à la justice, à la volonté de paix, et celle manifestée par le président russe pendant 8 ans, qui a patienté pendant 8 ans, alors que ces pauvres gens étaient bombardés, qui a toujours refusé d'intégrer ces deux territoires à la Russie.
Pendant 8 ans, ces gens ont demandé à être rattachés à la Russie, il a toujours refusé. 8 ans. Mais il continuait à être bombardé de plus en plus, jusqu'en 2022, où là, le bombardement atteignait des sommets. Des sommets. Et bombardements sur des hôpitaux, sur des écoles, sur des quartiers civils. Les autres répondaient souvent à ces bombardements par des bombardements sur des tirs de contre-batterie, pour faire taire les canons adverses. Ils ne visaient pas les civils particulièrement. Donc, nous voyons maintenant que dans ce traité est en germe toute l'attitude de tout le développement que nous allons voir aujourd'hui. C'est-à-dire une partie qui a signé honnêtement ce qu'elle pensait signer, c'est-à-dire un traité qui était pour une paix, pour un respect de ces peuples, à respecter leurs droits. Et de l'autre côté, nous avions une intention qui était de reprendre la guerre plus tard. Et le président qui a signé le traité de Minsk, le président ukrainien, l'a déclaré lui aussi. La chancelière l'a déclaré elle aussi. Le président français l'ont déclaré. C'était le but pour eux de ce traité. Alors qu'eux, en plein jour, il semblait qu'ils avaient semé une graine de paix qui devait fleurir en paix, en justice. Mais non, 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 non. Et finalement, nous voyons que, à travers ce germe qui a été semé dans ce traité, les développements ont été des développements de ce qu'on a pu voir dans le champ des ouvriers qui ont semé le bon grain. C'est-à-dire qu'on a vu de l'ivraie qui poussait. Et nous avons vu que petit à petit les Occidentaux réarmaient Kiev. Et que ces bombardements ne cessaient pas, et qu'au contraire, il y avait une excitation toujours plus à s'animer contre tout ce qui était russe et à combattre toujours ce qui était russe, malgré les promesses électorales qui étaient faites de mettre fin tout à fait à la guerre. Et pour lesquelles les Russes votaient pour ces gouvernements, qui prétendaient mettre fin à la guerre et respecter, faire la grande unité de ces peuples. C'est pour cela qu'ils étaient élus. Et ils n'ont pas non plus respecté ces élections. Mais je reviens simplement à ce grain, à ce qui a été semé dans ce traité. Car nous voyons qu'il contient en germe toute l'attitude que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire de ce mensonge qui a été semé dans ce traité, de cette parole de guerre qui a été semée dans ce traité, nous en voyons tous les développements, c'est-à-dire que tout le développement occidental consiste à accentuer ce mensonge et à refuser de voir la réalité qui n'était pas la sienne lors de ce traité. La paix, le respect de l'autonomie de ces peuples du Donbass n'était que la version russe, n'était que la version russe, et pourtant c'est ce qui était dit dans le traité. Ainsi, nous voyons que le mensonge semé dans la nuit va proliférer en œuvres mauvaises, va porter ses fruits d'œuvres mauvaises. Tout ce qui est contenu en germe dans ce traité va se développer selon cet esprit qui était dans ce traité, dans ces germes. Et cela n'est pas sans importance, car lorsque nous parlons, il faut savoir ce que nous semons. Si nous semons une parole de la nuit, dans l'injustice, dans le mensonge, faisant l'apparence de semer dans un champ en plein jour, ou si nous semons dans la nuit, au plus grand étonnement des ouvriers du jour. Si nous sommes les ouvriers de Satan, lorsque par nos paroles, nous prononçons le mensonge, qui est l'injustice, qui entraîne la guerre, qui contient en germe la haine, l'homicide de l'origine, le menteur dès l'origine, celui qui a semé la mauvaise parole, livré dès l'origine, en faisant croire qu'il était le jour. Ainsi, les ouvriers ne se sont pas rendus compte que l'ivraie a été semé. Non, ils pensaient qu'il n'y avait que du bon grain. Ils n'avaient pas vu ce qui se passait de nuit, dans la nuit des esprits mauvais, qui portaient le germe de la guerre, qui portaient le germe de la haine, qui portaient le germe du crime, qui portaient le germe du mensonge, qui portaient le germe du refus de la vérité. Impitoyable. Et maintenant, je voudrais aller plus loin. Car je voudrais voir que il y a d'autres germes. Il y a d'autres germes quand d'autres paroles sont semées, d'autres paroles saintes. Je voudrais parler du germe contenu dans les sacrements.
ces germes qui respirent la sainteté, où il n'y a pas d'ombre, où c'est le pur jour. Ainsi, ceux qui reçoivent les sacrements reçoivent reçoivent des paroles saintes, des paroles sanctifiées, et reçoivent à travers des éléments bénis et sanctifiés aussi, une matière sainte et des paroles saintes qui doivent germer en fruits de sainteté. Et c'est cela qui est intéressant, car c'est là la parole de Dieu, la parole de Dieu qui passe dans ces sacrements qui sont comme des canaux qui irriguent l'Église, par lesquels Dieu nous donne ses paroles pures pour germer en fruits de vie, en fruits de paix, de justice. Justice et paix s'embrasseront. Et cela, nous l'avons dans ces paroles saintes, dans ces éléments sanctifiés que sont les sacrements, dans leur matière, dans leurs paroles. Et ceux qui reçoivent les sacrements, en particulier dans le baptême, sont appelés à fructifier, à porter des fruits de sainteté, à fructifier dans la vérité. Maintenant, celui qui reçoit un baptême avec un esprit mauvais peut lui aussi, il est vrai, blasphémer Dieu. Ce n'est pas tout à fait le terme, c'est faire un sacrilège, recevant des choses saintes avec un esprit de ténèbres, donnant l'apparence et foulant aux pieds les choses les plus saintes. Et là, il ne recevra pas, en fait, le sacrement, car il ne recevra pas cette parole qui lui est destinée, car il signera lui aussi ce faux traité. Mais ceux qui ont ce désir véritable de recevoir les sacrements pour ce qu'ils sont, notre Dieu sème en lui la vie, et ils porteront des fruits de vie sur tout leur chemin, dans toutes leurs œuvres, dans leurs paroles, des fruits de justice et de paix. C'est surtout en cela que je voulais en arriver, dans ce développement, et à montrer aussi que nous pouvons voir qu'il y a, suivant ce que nous semons, des cités qui sont toutes, qui sont le développement de ces germes, de ces cités de l'ombre, de ces cités du mensonge, qui paraissent au grand jour belles, en utilisant des grands mots, liberté, égalité, fraternité, mais qui ne sont qu'une apparence de leur constitution, qui, au fond, cache bien des ténèbres. Et le germe de ces cités, la semence de ces cités-là, sont des semences des ouvriers de l'iniquité, où il y aura bien des grincements dedans et bien des victimes qui, eux, pensaient avoir fait un bon traité, un bon accord. À l'opposé, il y a cette cité qui vraiment est semée de cette parole de Dieu qui naît des sacrements, qui donne les sacrements. Cette cité sainte par excellence qui est l'Église, et toutes les cités qui se soumettent aux lois de l'Église, c'est-à-dire à cette parole divine de justice, de sainteté, de vérité, comme un plein jour pour les hommes, et qui va non seulement germer, mais croître et embellir pour recevoir tous les oiseaux du ciel dans cette paix des âmes, des cœurs. Par notre très sainte Mère Marie, c'est ce que je vous demande comme grâce de recevoir. De semer vous aussi, non pas comme ces ouvriers de la nuit, dans le mensonge, sous l'apparence d'un jour, mais de semer véritablement avec un cœur pur, cette parole vraie, dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans cette alliance avec ce Dieu qui est un Dieu de vérité et qui nous a scellé son alliance dans son propre sang pour que nous portions ce fruit de vie
dans ce traité véritable, dans cet accord véritable, dans cette alliance véritable et sainte avec lui, pour bâtir ici-bas déjà des cités saintes qui seront néanmoins entachées toujours du péché, car toujours nous verrons les ouvriers de la nuit qui viendront s'introduire comme des loups, des renards, mais qui fructifiera dans la fidélité, dans le cœur de ceux qui demeurent dans cette fidélité qu'il faut demander à notre très sainte mère, celle qui est la fidèle, qui n'a jamais rompu cette alliance avec son Dieu, qui a toujours été une étoile brillante et non pas obscure. Et ainsi, nous entrerons par cette alliance divine dans cette cité céleste de la lumière, de la paix, de la justice, de l'amour, de la joie véritable et éternelle. À la plus grande gloire de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.